qui est... ça va être celui-là. Bonjour. Non, mais on le termine, ne vous inquiétez pas. Après, on fait le monoxyde d'azote. Donc, c'est la suite. Je vous félicite de ne pas être allé au ski. Ça vous évitera de vous casser quelque chose. C'est dommage d'un certain point de vue. Bien sûr, vous ne bronzerez pas. Mais vous apprendrez des choses. En tout cas, merci d'être venu. Et de ne pas avoir accompagné votre petit frère ou votre petite sœur à Montgenèvre ou à La Plagne. Alors, on termine le sympathique. On en était arrivé aux alpha-bloquants. Alors, on les utilise tous les jours pour traiter, par exemple, l'adénome prostatique. Ça favorise la miction. Dans certains cas, pour traiter des hypertensions artérielles. Là, je vous montre l'exemple de l'effet d'un alpha-bloquant sur une variation de pression artérielle qui met en jeu l'activation sympathique. Ce sont des expériences qu'on a faites avec mes collègues au laboratoire, en clinique. S'il y a un bruit intense, aigu, bref, genre coup de feu, claquement de porte, coup de téléphone, sonnette, coup de klaxon, vous allez sursauter. Vous connaissez ça? Ça peut vous aider parce que si vous êtes en train de traverser et que vous ne voyez pas la voiture qui arrive dans votre dos, le coup de klaxon vous fait vous déplacer très vite. C'est un sursaut. Ça s'appelle la réaction d'alerte. Vous sursautez et vous retrouvez sur le trottoir, ce qui vous sauve la vie. C'est un réflexe très ancien qui existe même chez les insectes, qui leur évite de se faire prendre, notamment par les chauves-souris, parce qu'elles entendent des sons brefs, aigus et très intenses, émis par les chauves-souris pour l'écholocation, et les insectes dévident leur trajectoire en entendant ces sons, et ça leur évite de se faire prendre. Ça a été étudié notamment chez les scarabées. Alors, on envoie un son aigu à quelqu'un, il sursaute, et dans les secondes qui suivent, on constate que la pression artérielle s'élève. Et en même temps, le cœur s'accélère. Bien, la question qu'on a pu se poser, c'est de savoir si la pression artérielle s'élevait parce que la fréquence cardiaque augmentait. Et vous savez bien que si on augmente la fréquence cardiaque, on a des chances d'augmenter le débit cardiaque. Donc ça serait la logique. Et on a pu constater que ça n'était pas le cas, parce que le cœur s'accélère, certes, mais en même temps, le volume d'éjection systolique diminue. Et si d'un côté vous accélérez, mais qu'à chaque battement vous éjectez moins, le produit des deux, qui s'appelle le débit cardiaque, n'augmente pas vraiment. C'est ce qu'on a pu vérifier. Alors pourquoi la tension monte-t-elle? Elle monte parce que l'activation sympathique génère de la vasoconstriction. Et lorsqu'on a fait nos études hémodynamiques, on a pu montrer que lors d'une stimulation sonore, il y avait augmentation de la pression artérielle moyenne d'une quinzaine de %, de la fréquence cardiaque, mais en contrepartie, le volume d'éjection systolique diminuait, ce qui veut dire que le produit des deux, fréquence par volume d'éjection systolique, ne changeait pour ainsi dire pas. Et la montée de pression artérielle s'expliquait plutôt par l'augmentation des résistances. Alors c'est là qu'intervient l'expérience pharmacologique qui consiste à donner un alpha-bloquant et à reproduire les effets de cette stimulation sonore. Donc on a des gens qui ont reçu un alpha-bloquant et on administre un nouveau son aigu, intense et brutal dans un casque, et on a constaté qu'après, que chez ceux qui avaient reçu un alpha-bloquant, la majoration de pression artérielle était très faible. C'est ce qui est représenté ici. À chaque fois, ça nous permet de faire un article dans un bon journal. C'est comme ça qu'on travaille aussi pour ça, bien sûr. Donc si on augmente de 20 mm de mercure la pression artérielle avec une stimulation sonore, chez des hypertendus qui n'ont pas de médicaments, eh bien cette majoration est nettement réduite s'ils ont été traités avec la prazosine, qui s'appelle l'Alpress, qui est un médicament de l'hypertension artérielle. Ce qui veut dire que certains médicaments peuvent prévenir des montées de pression et pas d'autres. Donc c'est intéressant parce que quand vous soignez des gens avec des ARA2, des bêta-bloquants, des anticalciques, tout ce que vous voulez, des antihypertenseurs centraux ou des alpha-bloquants, vous avez certes une diminution de la pression artérielle au repos, mais si vous stimulez les gens, vous leur faites monter la tension,
tous les médicaments n'auront pas les mêmes effets préventifs sur ces majorations de pression. C'est un petit exemple des conséquences d'une administration d'un alpha-bloquant. Mais comme je vous l'ai dit aussi, l'inconvénient de ces produits alpha-bloquants, c'est que si vous vous mettez debout, là vous avez besoin de l'activation sympathique pour vous tenir debout, pour compenser la diminution du retour veineux, vous risquez d'avoir de l'hypotension orthostatique, une tension trop basse en position debout avec un alpha-bloquant de cette nature. Il existe d'autres alpha-bloquants. Je vous en avais un tout petit peu parlé, de l'ergotamine qui est extraite de l'ergot de seigle, qui est un champignon, Claviceps purea, qui parasite certaines céréales, des graminées comme le seigle. Alors, ça crée un petit ergot sur la tige. Et si on fait de la farine et qu'il y a une contamination par l'ergot de seigle, eh bien, il y a de l'ergotamine dans la farine et vous développerez ce qu'on appelle de l'ergotisme, qui autrefois correspondait à ce qu'on croyait être des épidémies, ce qu'on appelait le feu de Saint-Antoine, avec des vasoconstrictions, des convulsions, des avortements, quelque chose de terrible. En fait, c'est tout autour de la boulangerie qui a distribué un pain contaminé, comme ça a pu arriver, je vous l'avais dit, en 1951, à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Aucune importance, mais simplement, je suis né en 1951, c'est pour ça que je me souviens de l'année, ça impressionne, évidemment. L'ergotamine, c'est un alpha-bloquant pas tout à fait comme les autres. Les alcaloïdes de l'ergot de seigle, c'est des produits formidables. Même si je vous dis qu'ils sont très toxiques, on a appris à les domestiquer. On en a fait des dérivés. C'est au départ des produits qui se fixent à des récepteurs alpha, à des récepteurs de la dopamine et à des récepteurs de la sérotonine. Donc des produits compliqués. Mais on est arrivé à fabriquer des dérivés plus sélectifs de l'un ou de l'autre de ces récepteurs. Et l'autre point intéressant à propos des alcaloïdes de l'ergot, c'est qu'ils se fixent au récepteur, mais ils ne le bloquent pas complètement. Autrement dit, ils ont une très forte affinité pour le récepteur, mais une activité intrinsèque importante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se lient au récepteur, mais la liaison génère un peu d'effet, si vous préférez. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la vasoconstriction avec certains dérivés, même parfois très importants, avec d'autres un peu moins, mais ils ne sont pas neutres. La liaison au récepteur génère quelque chose. Alors qu'un véritable antagoniste, comme la prazosine, dont je vous ai parlé avant, se lie au récepteur, mais ne l'active pas du tout. Ça, c'est la différence entre la biochimie et la pharmaco. Se lier au récepteur, vous le faites avec une étude de binding, vous pouvez l'étudier, mais l'effet proprement dit, ce qui résulte de la liaison, ce qu'on appelle la transduction, le fait que la liaison génère quelque chose, ça c'est de la pharmacologie. Si vous prenez une préparation vasculaire, que vous mettez de l'ergotamine dessus, vous avez un certain degré de vasoconstriction. Alors que si vous mettez de la prazosine, vous n'avez rien, parce que la liaison se fait, mais ne génère pas d'effet. Bon, tout ça pour vous dire que c'est ce qu'on appelle un agoniste partiel. Ça existe aussi dans le domaine des bêta-bloquants. Agoniste partiel, ça se lie au récepteur, donc ça ne l'active pas complètement, donc on peut les classer dans les antagonistes, mais on peut aussi les classer dans les agonistes. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça dépend comment vous le regardez. En tout cas, l'ergotamine a des effets dans la migraine pour ses effets vasculaires. Et je ne vous détaillerai pas la chose. Sachez aussi qu'il y a cette question d'interaction avec les inhibiteurs de CYP, avec ces produits qui modifient le métabolisme, notamment les macrolides, qui sont des antibiotiques comme l'érythromycine, la josacine et autres, qui sont des produits qui utilisent la même voie métabolique que l'ergotamine. Et quand on les associe, il y a un danger extrême de voir apparaître ces accidents d'ergotisme qui ne devraient plus exister, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de pain contaminé. Mais malgré tout, il y a un ergotisme iatrogène, des accidents de gangrène qui ont pu survenir chez des gens qui avaient pris cette association interdite, formellement interdite, et c'est bien, il y a un encart dans le Vidal, un encart très net qui vous dit de ne pas associer les antibiotiques de la famille des macrolides à l'ergotamine qu'on utilise dans la migraine. Par exemple, le Ginergène, c'est très utilisé, bien sûr, dans les crises de migraine. Bon, j'insiste pas trop sur les effets de nausées, vomissements, ça c'est d'origine dopaminergique. Je vous l'ai dit, parce qu'il faut qu'on passe au monoxyde d'azote, et là j'ai un peu débordé du fait d'un retard des cours précédents. Les alcaloïdes de l'ergot de seigle
ce sont des composés qu'on a donc domestiqués, certains qui ont plus d'affinité alpha et sérotoninergique, d'autres qui ont plus d'affinité alpha, d'autres qui ont plus d'affinité sérotoninergique. Donc toute une liste de médicaments que je ne vous demande pas d'apprendre, mais simplement pour que vous puissiez constater qu'il y a toujours le mot ergide ou ergotoxine ou ergotamine ou ergométrine. Tous ces dérivés-là sont quand même très utilisés aujourd'hui. Par exemple, la méthylergométrine, le métergin, c'est utilisé pour contracter l'utérus après un accouchement quand il y a eu des hémorragies très importantes dans le postpartum. L'ergotamine, c'est utilisé dans la migraine. Le dézernil, le méthysergide, c'est aussi utilisé dans le traitement de fond de la migraine. Et si vous pensez que même le LSD, le SD25, le lizergamide est aussi un dérivé de l'ergot un peu manipulé chimiquement, là, ça peut éveiller un certain intérêt. C'est pour son action sur les récepteurs sérotoninergiques. C'est, vous savez, un produit qui donne des hallucinations, des toxicomanies. Un grand pourvoyeur de fracture du calcanéum à ce propos. Parce que si vous prenez du LSD25, donc vous allez planer en quelque sorte, mais quand vous allez sauter par la fenêtre en pensant justement voler, vous allez tomber. Et là, vous fracturez les deux calcanéums. Donc c'est une des premières causes de fracture du calcanéum. Petite parenthèse, mais qui est vraie. Et au début, on l'a synthétisé justement pour traiter la migraine. Et bon, après, on n'a pas traité la migraine avec, mais au départ, c'était pour ça. Hein. Et le chimiste du laboratoire Roche, qui en a pris justement pour tester, parce qu'il avait un petit mal de tête, il est reparti en vélo, il s'est retrouvé assez rapidement dans le fossé, justement, après avoir vu plein de choses. Alors, les bêta-bloquants, donc je vous ai dit un mot des alpha-bloquants. Les bêta-bloquants, pour changer, donc des dérivés de l'isoprénaline, qui est le bêta-stimulant de référence, mais les produits se lient toujours au récepteur, mais contrairement à l'isoprénaline, n'activent pas ce récepteur. Donc c'est un grand pan de la pharmacologie dont on vous reparlera beaucoup, parce que les bêta-bloquants, ça traite de nombreuses affections, notamment l'hypertension artérielle, même si on ne sait pas encore tout à fait pourquoi. On les utilise dans l'insuffisance coronaire. Au départ, c'est pour ça qu'on a cherché des bêta-bloquants. Jim Black a cherché des bêta-bloquants pour traiter l'insuffisance coronaire, parce qu'il savait que quand le cœur est rapide, quand il y a de l'activation sympathique, on fait des crises d'angor. Le muscle manque d'oxygène si les coronaires sont un peu malades. Donc il s'est dit qu'en ralentissant le cœur, il y aurait moins de crises d'angine de poitrine, et il avait raison. Donc en développant des médicaments bêta-bloquants qui ralentissent le cœur, on diminue le travail cardiaque, donc les besoins en oxygène du myocarde. Et on s'est rendu compte que les coronariens qui prenaient des bêta-bloquants et qui étaient hypertendus avaient une tension plus basse. La première hypothèse étant que si le cœur se ralentit, la tension diminue. Mais on a constaté sur le long terme qu'il y avait aussi des diminutions de résistance périphérique. Donc ça ne faisait pas qu'agir sur le cœur. Une des conséquences de l'action des bêta-bloquants, c'est aussi une diminution des résistances artérielles qui explique que la pression baisse. Ça a des effets dans pas mal de troubles du rythme supraventriculaire et dans toutes les formes de tachycardie, qu'elles soient d'origine hyperthyroïdienne ou autre, bien sûr. Ça ralentit le cœur. Aujourd'hui, alors que nous, on a appris et on enseigne encore qu'il ne faut pas donner des doses fortes de bêta-bloquants s'il y a une insuffisance cardiaque gauche, parce qu'à ce moment-là, évidemment, il y a une décompensation en œdème pulmonaire. On sait aujourd'hui que dans les formes d'insuffisance cardiaque congestive, comme on les appelle, on peut donner des toutes petites doses de bêta-bloquants et tout doucement, parce qu'il y a tellement de catécholamines sécrétées dans ces conditions de l'insuffisance cardiaque qu'il y a un effet toxique des catécholamines qui s'installe, et les petites doses de bêta-bloquants corrigent cet inconvénient. Et maintenant, on donne des petites doses de bêta-bloquants aux insuffisants cardiaques en y allant graduellement, et ça améliore nettement leur espérance de vie et leur fraction d'éjection systolique. Dans la migraine, les bêta-bloquants sont efficaces. Alors là, on ne sait vraiment pas comment ça marche, mais en traitement de fond, pas dans la crise de migraine, pour prévenir les crises de migraine. On a cherché des interactions avec les récepteurs sérotoninergiques, des interactions avec certains récepteurs éventuellement bêta-adrénergiques, avec des récepteurs plutôt sérotoninergiques de type 5-HT1D, ça je ne rentrerai pas dans le détail. Le glaucome à angle ouvert, ça marche aussi, les bêta-bloquants. C'est toujours des découvertes du hasard. Apparemment, ça n'a rien à voir
avec les bêta-bloquants, le glaucome, mais il se trouve que les bêta-bloquants, type timolol, qu'on met en goutte à forte concentration, réduisent la sécrétion d'humeur aqueuse par les procès ciliaires. Donc réduire la sécrétion d'humeur aqueuse, ça veut dire réduire la pression intraoculaire, donc corriger le glaucome. Le glaucome, c'est trop de pression dans l'œil, hein, l'œil devient tout dur et c'est très douloureux, et on peut perdre la vue si ça comprime en arrière la rétine, en arrière du vitré, mais devant le vitré, devant la lentille qui est le cristallin, vous avez un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse, et si l'humeur aqueuse s'évacue mal, eh bien, il y a une surpression, et c'est ça le glaucome. On peut évidemment le traiter, on fait un petit trou dans la cornée qui laisse le liquide sortir. Bon, mais souvent ce petit trou se bouche avec le temps. Les cardiomyopathies hypertrophiques peuvent aussi bénéficier des traitements bêta-bloquants. On sait aussi que ça prévient les récidives hémorragiques chez les cirrhotiques, on ne sait pas pourquoi. Dans les manifestations de l'hyperthyroïdie et surtout les tachycardies, les bêta-bloquants sont efficaces, ils réduisent aussi les tremblements, avant évidemment qu'on traite l'hyperthyroïdie. Et puis de façon intéressante, ça prévient les manifestations physiques de l'anxiété. Vous avez plein de bêta-bloquants que vous apprendrez à utiliser, certains qui sont éliminés par le rein, d'autres qui sont éliminés après un métabolisme hépatique. On en a qui sont cardiosélectifs, qui agissent préférentiellement sur les récepteurs bêta-1 cardiaques, d'autres qui ne sont pas sélectifs, c'est-à-dire qui bloquent à la fois les bêta-1 cardiaques et les bêta-2, notamment pulmonaires. Donc avec l'inconvénient, bien sûr, que si on les donne, ceux qui bloquent les bêta-1 et les bêta-2, l'inconvénient chez l'asthmatique de favoriser la survenue de crise d'asthme. Et c'est pour ça aussi que quand on donne un cardiosélectif, on pense qu'on a moins d'inconvénients métaboliques ou pulmonaires. Donc ça, vous les manipulerez. Et puis il y en a aussi qui ont une activité qu'on appelle sympathomimétique intrinsèque. Alors sympathomimétique intrinsèque, ça rappelle un peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'ergotamine, c'est-à-dire que ces produits-là se fixent au récepteur mais l'activent un petit peu. Si vous êtes trouillard, vous pouvez donner du pindolol, du Visken à quelqu'un parce qu'à ce moment-là, le cœur ne sera pas trop ralenti. Ça se fixe au récepteur, mais ça l'active un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre à 40-45, si vous bloquez complètement les récepteurs bêta-adrénergiques, eh bien, le cœur sera plutôt vers 55. Donc, le récepteur est occupé, mais un petit peu activé. C'est ça ce qu'on appelle l'activité sympathomimétique intrinsèque. Ça veut dire qu'on se lie au récepteur, mais qu'on a un peu d'effet. C'est un effet agoniste partiel, c'est synonyme. Cette chose-là, indiquée là, activité stabilisante de membrane, c'est un effet qui est un effet toxique, qui est surtout observé avec le propranolol. Et à la limite, je préférerais que vous évitiez d'utiliser le propranolol dans votre vie professionnelle, car si quelqu'un en prend de fortes quantités, cet effet toxique, qui s'appelle anesthésique de membrane, génère une déchéance myocardique, c'est un blocage d'un canal sodique, qui fait que le myocarde devient défaillant. Et les fortes doses de bêta-bloquants font courir ce risque cardiaque qui n'est pas lié à l'effet bêta-bloquant, c'est autre chose. Et ça, il faut bien voir que des molécules peuvent avoir une action principale et d'autres actions. Cette action stabilisante de membrane n'a rien à voir avec l'action bêta-bloquante. Mais moi, j'ai vu un patient décédé d'une dose excessive de propranolol, et donc depuis, je n'en ai plus prescrit. Et j'avais un patient qui a, dans une tentative de suicide, a pris une boîte entière d'athénolol, de ténormine, et qui me l'a annoncé la bouche en cœur à une consultation suivante. Je n'étais pas content du tout. Je l'ai grondé, je l'ai sermonné, je l'ai admonesté, je l'ai vilipendé. Bref, j'étais furieux. Et il l'a vu, bon, mais au moins il n'en est pas mort, je dirais. Parce que ce qu'il a pris, ça a simplement bloqué les récepteurs. Les bloquer plus que 100%, c'est les bloquer à 100%, et plus longtemps. En gros, c'est ça. Donc il a pris son bêta-bloquant en grosse quantité, la boîte entière, et il a été simplement bloqué, son cœur ralenti, pendant à peu près 48 heures, au lieu de le bloquer pendant quelques heures seulement. Il est allé en réanimation, on l'a gardé, on l'a surveillé, aucune conséquence. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il faut réfléchir à tous ces inconvénients des médicaments, utiliser les moins toxiques dans les bonnes doses, choisir le médicament, par exemple, qui est éliminé par métabolisme hépatique, si c'est un malade qui a une insuffisance rénale, bon, ça, il faut y réfléchir. Au passage, les bêta-bloquants, quand ils s'accumulent, peuvent aussi donner quelques hallucinations. J'avais un de mes malades, je vous l'ai raconté, non ?
qui avait, par exemple, un monsieur que j'ai vu justement il y a 2 jours, qui boive toujours des bonnes bouteilles, et monsieur L, un ancien grand banquier du Crédit Lyonnais, remarquez, je suis enregistré, il faut que je fasse attention. Donc il était avec son épouse à Grasse, où il passait quelques vacances, c'était au mois d'août. Chaque année, au mois d'août, il me fait des ennuis, donc il m'appelle, et puis on essaie de résoudre ça. Mais c'est un monsieur qui n'a qu'un rein, un gros rein qui compense, c'est bien, mais il avait fait une lithiase. Il prenait un bêta-bloquant, et sa lithiase est devenue obstructive, ce qui fait qu'il n'a plus pissé. Et alors, sa femme, qui est très prude, avec un grand chapeau, très bien habillé, c'est un monsieur très chic, hein, toujours costume 3 pièces et tout, gris à rayures, comme on voit dans la City, eh bien, il a changé, son comportement a changé, et elle m'a raconté avec une certaine délectation tous les mots qu'il avait pu lui dire la veille au soir, pendant leurs ébats, de véritables ébats pour le coup, des mots qu'elle n'avait jamais entendus. Ça ne semblait pas particulièrement gêné, puisqu'en tout cas elle les découvrait, et ça semblait lui faire extrêmement plaisir. Mais elle me l'a raconté parce que c'était quand même pas normal pour lui de dire toutes ces choses. Et je lui dis, ah là là, là ça c'est le bêta-bloquant, stoppez tout de suite, puisqu'il n'urine plus. Il a accumulé le bêta-bloquant, donc il a eu des hallucinations, il a vu des choses. Il a peut-être vu sa femme en rose, je ne sais pas, saumon. Il ne se sentait plus, en naïade. Bref, il a eu quelques éclairs, quelques lumières. Des mots sont venus qui étaient dans le tréfonds de sa mémoire. Et donc il a arrêté. Chaque fois que je revois cette femme qui l'accompagne, elle me reparle de cet épisode avec quelques trémolos dans la voix, de regret sûrement, puisque maintenant on surveille très attentivement sa fonction rénale, et il sait que si cela réapparaît, il faut arrêter le bêta-bloquant. Un des effets des bêta-bloquants qui sont très connus, c'est la réduction des manifestations somatiques de l'anxiété. L'anxiété, c'est par définition psychique. Somatique, c'est les signes physiques. Ça me rappelle que quand j'étais, il y a longtemps, externe en psychiatrie, l'interne me disait, si tu peux t'occuper des questions somatiques. Donc c'est moi qui faisais cette visite physique, et lui réfléchissait à l'esprit. Donc les manifestations somatiques de l'anxiété, c'est les tremblements, la bouche sèche, le cœur rapide. Ça peut vous gêner. Quand je dis vous, ça arrive à tout le monde. Ça peut gêner lors d'un examen, on ne peut plus écrire, on tremble. Et puis surtout, ce sont des manifestations qui s'auto-entretiennent. Alors de façon intéressante, si on les réduit, si le cœur n'est plus rapide, si les tremblements disparaissent, ce qui est aussi un effet des bêta-bloquants, j'aurais pu le rajouter, dans les tremblements essentiels, c'est aussi un très bon traitement. Si on réduit ces manifestations, eh bien, l'anxiété diminue. C'est-à-dire qu'on n'a pas agi centralement, comme aurait fait le Valium, une benzodiazépine. On n'a pas réduit l'anxiété elle-même. Vous avez exactement la même fonction cérébrale, mais on a réduit les manifestations physiques. Donc il n'y a plus l'accélération, il n'y a plus le tremblement. Donc ça ne vous gêne plus. Ce que vous ressentez comme une émotion ne s'exprime plus, ça ne vous gêne plus. Et à ce moment-là, tout va mieux. Et du reste, ça a été testé dans de nombreuses conditions, même pour des examens où on a testé chez des patients. Chez des étudiants, on a comparé l'effet d'anxiolytique à l'effet de bêta-bloquant. L'étudiant qui sort, qui a pris un anxiolytique, il est content de lui, mais il a une mauvaise note, c'est ça le problème. Alors que l'étudiant qui a pris un bêta-bloquant, il est conscient de ce qu'il a fait, il a la note qu'il mérite, si je puis dire, mais en tout cas, il n'a pas raté quand il devait réussir, quoi. Ça ne perturbe pas son fonctionnement cérébral. Et ça a été testé dans plein de conditions, y compris par exemple dans des classes de musique. Quand on doit jouer devant un public, quand on est chez soi, qu'on joue un morceau, le cœur ne s'accélère pas vraiment, on reste à 85-90. Et puis si on joue devant des gens, on s'accélère très vite, on monte à 140, il y a l'émotion, et en plus on joue mal. Alors que quand on a pris un bêta-bloquant, eh bien, la fréquence cardiaque n'augmente pas, et le résultat, en tout cas ce que pense l'élève d'une classe de musique pour ce qui est de cette étude, et il pense être meilleur quand il a pris ce bêta-bloquant. C'est un détail. Bon, les effets sur la fréquence cardiaque, l'atropine, etc., je vais passer un peu parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut voir l'autre cours. Simplement pour vous dire que quand on donne un bêta-bloquant ou quand on donne de l'atropine ou quand on combine les deux, on va dans le sens opposé en fréquence cardiaque. Observez quand on est au repos, on est à 70, on donne un bêta-bloquant, il y a peu de ralentissement. Ça, c'est pour vous dire que le degré d'activité sympathique à destinée cardiaque
est relativement faible dans les conditions de repos. C'est qu'au cours d'un effort qu'on sait que l'activité sympathique joue dans l'accélération. Mais quand vous êtes au repos, vous êtes plutôt vagal, je vous l'ai dit. Par contre, si on donne de l'atropine, votre fréquence augmente considérablement parce qu'il y a un fort tonus vagal au repos. Bon, là, je vais passer là-dessus, c'est un autre travail. Oui. Pourquoi les bêta-bloquants font-ils baisser la tension ? Ça nous occupe beaucoup. Dans le domaine de l'hypertension, enfin, ça nous a occupé beaucoup. Maintenant, on s'est un peu calmé parce qu'on a trouvé que toutes les réponses étaient à peu près valables. Et on a émis beaucoup d'hypothèses pour expliquer la chute de pression lors des traitements chroniques par les bêta-bloquants. C'est vrai que le bêta-bloquant agit sur la fréquence cardiaque. On va dire que c'est même la première action. Ralentir le cœur, ça peut faire baisser la tension. Mais il se trouve que certains bêta-bloquants ne font pas de ralentissement important, et surtout en traitement chronique, la fréquence reprend son niveau initial. Donc c'est gênant de dire que c'est la chute du débit cardiaque qui est à l'origine de l'hypotension, surtout que lorsqu'on fait des études hémodynamiques et qu'on mesure le débit cardiaque, en traitement chronique, il n'est pas franchement diminué. Mais enfin, en aigu, on va dire, ça reste quand même vrai. Si on vous donne maintenant une dose de bêta-bloquant et que votre tension baisse, c'est parce que vous aurez diminué votre débit cardiaque. Donc cette action post-synaptique, on va dire, sur le nœud sinusal, éventuellement sur le muscle cardiaque, puisque le sympathique innerve aussi le muscle. Une autre action intéressante qui peut expliquer la baisse de pression artérielle, c'est la diminution de la sécrétion de rénine. Et la rénine est sécrétée par le rein, vous le savez, quand la pression artérielle diminue, quand il y a des changements de concentration de sodium au niveau du tube contourné distal, ou quand l'activité sympathique à destinée rénale est modifiée, parce que l'appareil juxtaglomérulaire est innervé par le sympathique. On a constaté que quand on donnait des bêta-bloquants, la sécrétion de rénine diminuait. Et il y a des gens qui ont montré des liens entre l'activité rénine plasmatique et la pression artérielle. Quand la rénine est très élevée, en faisant baisser sa sécrétion, la tension diminue. C'est vrai avec les bêta-bloquants, mais on a des hypertensions à rénine basse, c'est-à-dire des hypertensions pour lesquelles il est difficile d'incriminer la rénine comme une cause de l'hypertension, contrairement au cas des hypertensions rénovasculaires qui sont de façon prépondérante, dépendante de la sécrétion de rénine. Eh bien, lorsqu'on donne un bêta-bloquant à ces hypertensions à rénine basse, la tension diminue quand même dans les traitements chroniques, donc il y a autre chose. Certains ont pensé que c'était le baroréflexe, l'activité des voies afférentes qui était modifiée. D'autres ont pensé que c'était les actions centrales des bêta-bloquants. Mais tous ne sont pas liposolubles. Tous ne rentrent pas dans le cerveau. Donc là encore, c'est un peu délicat d'imaginer qu'il y a un mécanisme univoque expliquant la baisse de pression artérielle lors des traitements chroniques par les bêta-bloquants. On a trouvé aussi des actions sur le contenant. C'est vrai que si on réduit la sécrétion de rénine, on réduit la sécrétion d'aldostérone, puisque l'angiotensine contrôle la sécrétion d'aldostérone par la couche glomérulée de la corticosurrénale. Donc si on réduit la formation de l'angiotensine 2, on réduit la formation d'aldostérone, la synthèse d'aldostérone et donc la rétention de sodium. Donc la volémie, le volume circulant diminue un petit peu. On a pensé qu'il y avait aussi éventuellement des actions de certains bêta-bloquants, dont je ne vous ai pas réellement parlé là, mais je vous le dis à cette occasion, des effets vasculaires. Certains bêta-bloquants sont, de façon assez extraordinaire, bêta-bloquants au niveau cardiaque, mais peuvent être bêta-agonistes au niveau vasculaire. Et ça, c'est passionnant. On a des molécules qui agissent sur différents sous-types de récepteurs, tantôt comme bloqueurs, tantôt comme agonistes. Eh bien, si on est bêta-1 bloquant, donc on ralentit le cœur, mais qu'on est bêta-2 agoniste, on peut générer la dilatation des artères des muscles striés squelettiques en activant ce récepteur bêta-2 adrénergique qui est présent à cet endroit-là, et son activation relâche les fibres musculaires lisses. Donc on peut avoir une action de frein au niveau cardiaque et une action de dilatation au niveau de certains vaisseaux, ce qui rajoute de l'action hypotensive. Et puis, on a une autre action plus intéressante, qui est l'action éventuellement présynaptique, qui est l'action anti-stress des bêta-bloquants. Et ça, c'est amusant. Bon, ça, je passe, les bêta-bloquants et rénine, je vous l'ai dit. Ça, c'est une action que j'aime bien. L'action présynaptique des bêta-bloquants. Ça, c'est un cerveau. On met un neurone avec l'acétylcholine et la médulose surrénale, et l'adrénaline passe dans le sang. Eh bien, on a pu montrer, ça a nécessité beaucoup d'expérience,
on a pu montrer qu'il y avait sur les terminaisons sympathiques, celles qui fabriquent de la noradrénaline, des récepteurs qui contrôlent la sécrétion de noradrénaline en la freinant, donc le rétrocontrôle négatif, ces fameux récepteurs alpha-2 dont je vous ai parlé la fois dernière, quand on les active par la clonidine, la sécrétion de noradrénaline diminue. Mais il existe aussi des récepteurs présynaptiques dont l'activation augmente la sécrétion du médiateur. Des récepteurs qu'on va dire facilitateurs. Vous avez sur la terminaison sympathique des récepteurs de nature bêta-adrénergique qui, lorsqu'ils sont activés par un agoniste du type isoprénaline, font sortir la noradrénaline. Eh bien, en mettant un bêta-bloquant, vous empêchez ce mécanisme de facilitation. C'est-à-dire que vous empêchez ce renforcement de la sécrétion de noradrénaline. Et il se trouve, et ça a été montré aussi, et là ça nous amène un peu loin, mais je vous le dis en 10 secondes, c'est dommage, que l'adrénaline sécrétée par la médulo-surrénale, qui n'est pas fabriquée par la terminaison sympathique, peut quand même, lorsqu'elle arrive au contact d'une terminaison sympathique, être captée par cette terminaison, puisqu'il y a un système de recapture, je vous l'ai dit, qui épargne les catécholamines. Il se trouve que l'adrénaline peut aussi entrer dans les terminaisons sympathiques quand elle vient à leur contact. Donc il y a un tout petit peu d'adrénaline, ce n'est pas la peine qu'il y en ait beaucoup, qui peut entrer dans des terminaisons sympathiques et s'y trouver, on l'a montré, alors même qu'elle n'est pas fabriquée là. Mais le phénomène est tel que si elle est libérée par un stress, une activation sympathique, quelle qu'elle soit, cette petite quantité d'adrénaline va jouer un rôle facilitateur très important, si j'arrive à retrouver, voilà, un rôle facilitateur très important en amplifiant les effets de l'activation sympathique liés au stress. Eh bien, le bêta-bloquant va empêcher ce mécanisme de facilitation et faire que le stress aura un effet beaucoup plus bref et beaucoup moins important puisqu'on n'a pas facilité la libération de noradrénaline par cette adrénaline agissant sur le récepteur bêta-adrénergique présynaptique. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Parce que c'est un peu difficile, non? Parce que je pars tout seul, là. Je suis en train d'expliquer mon truc, je suis content. Vous m'avez compris ou pas? Non, hein? Ah, d'accord. Bon. Alors je vous demande d'oublier ce phénomène qui est que l'adrénaline peut entrer dans les terminaisons sympathiques. Ce que je veux simplement vous dire, je vais le dire autrement, c'est qu'il ne s'agit pas de redire la même phrase en la disant plus fort, ça ne vous aidera pas à comprendre. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Quand j'étais en Australie en postdoc, et je comprenais tout à l'institut où j'allais, parce que c'est des gens qui sont des scientifiques, qui parlent comme vous, et qui sont souvent étrangers, et qui comprennent vos difficultés. Mais quand j'allais au pressing, ce qui s'appelle le dry cleaner, pour amener mon linge, alors là, par contre, la femme me parlait très vite, et je comprenais strictement rien à ce qu'elle me disait. Donc je lui disais que je comprenais mal, et à ce moment-là, elle me hurlait dessus, mais exactement la même phrase. Ce qui fait que je comprenais vraiment pas mieux. Donc je déposais mes chemises et je les reprenais sans trop comprendre ce qu'elle a essayé de me dire pendant une année, à chaque semaine. Et j'étais pas sourd. Et voilà, alors, sur les terminaisons sympathiques, vous avez des récepteurs sensibles à plein de choses. Vous avez des récepteurs sensibles à l'acétylcholine, sensibles à l'angiotensine, sensibles à la substance P, mais aussi sensibles au médiateur lui-même. Sur la terminaison sympathique, il y a des récepteurs qui peuvent réagir au médiateur libéré. C'est ainsi que quand vous activez des nerfs sympathiques, vous libérez de la noradrénaline qui va agir de l'autre côté de la synapse, mais cette noradrénaline qui baigne le milieu peut aussi agir sur la terminaison sympathique elle-même, qui l'a libérée. Normalement, la noradrénaline freine sa propre libération. C'est un mécanisme d'épargne et ça se comprend. Si vous avez une violente décharge sympathique, vous n'allez quand même pas gaspiller tout votre stock de noradrénaline. Donc comment votre organisme fait-il pour en épargner? Il a deux façons. Déjà, il récupère ce qu'il peut par ce mécanisme de recapture qui consiste à faire rentrer la noradrénaline qui en est sortie de la terminaison. Mais vous avez une autre façon, c'est de freiner l'activité du nerf qui libère le médiateur. Ce qu'on appelle les récepteurs présynaptiques qui freinent la libération. Ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Vous empêchez la NOR de sortir en activant un récepteur qui freine la libération, qui est un récepteur alpha, alpha 2, si on veut parler du sous-type. Mais il y a aussi un autre récepteur de découverte plus récente qui, lui, est un récepteur facilitateur.
Alors, il n'est pas très sensible à la noradrénaline, celui-là. Il est plutôt sensible à l'adrénaline. Bon. Et il se trouve que ce composé-là, qui facilite la sortie de noradrénaline, si évidemment vous le bloquez, eh bien vous empêcherez cette facilitation, c'est-à-dire le fait qu'on libère beaucoup plus de noradrénaline que ce qu'on devrait. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Le stress, quand vous libérez de l'adrénaline lors d'un stress, ça agit l'adrénaline, ça a des effets partout, mais de façon à ce que l'effet du stress soit encore vous aide, par exemple, à vous battre quand vous avez un effort physique important à réaliser, vous libérez de l'adrénaline et elle va agir sur les terminaisons sympathiques pour faire sortir de la nord et vous aider par ce mécanisme de facilitation. En cas de stress, vous avez besoin d'adrénaline. Il ne suffit pas d'avoir l'activation sympathique, il faut aussi de l'adrénaline. Donc là, elle agit par ce mécanisme. Vous avez un peu mieux compris ou pas, non? Bon, vous êtes sympa, merci. Je sais que c'est pas vrai, mais ça fait rien. Vous êtes gentil, je vous remercie. Bon, je vous ai mis quelques noms d'alpha bloquants, bêta bloquants, etc. Bon, vous ne sentez pas obligé de les retenir, mais si vous avez une idée d'un ou deux noms, et plutôt essayez plutôt de retenir des noms de dénominations communes internationales. Parce que les noms commerciaux, ça peut changer. En plus, il y a beaucoup de génériques qui existent dans le commerce. Donc, finalement, vous pouvez écrire un nom, par exemple, ténormine sur votre ordonnance, et le pharmacien donne l'athénolol. Donc, sachez que c'est quand même la même chose si c'est le générique qui est donné au patient, puisque du fait du droit de substitution. Donc voilà, donc je vais passer au deuxième cours sur le NO. C'est pour ça que je fais là un peu vite pour rattraper. Donc on va arrêter là. Je fais arrêt stream, c'est ça, pour repasser sur l'autre cours. Et on redémarre à zéro. Si, mais si, puisque je redémarre à zéro. Mais si, puisque je repars après sur un autre cours. Si, elle dit d'accord. Ouais. Si, c'est logique, puisque je pars sur un autre cours.